1h-5, c'est la dernière partie de la grande table. Caroline Brouet. Et nous accueillons Nilufer Golay, bonjour. Bonjour. Ah, vous êtes là, vous avez inversé les places, pardon. Bon, bonjour Nilufer Golay. Vous êtes sociologue, vous êtes directrice d'études à l'EHESS, à l'École des hautes études en sciences sociales. Vous êtes l'auteur de Musulmans au quotidien, une enquête européenne sur les controverses autour de l'islam qui est apparue aux éditions La Découverte. Et celle que je regardais, que je prenais pour vous, Nilufer Golay, c'est notre partenaire aujourd'hui du supplément culture et idées du journal Le Monde. C'est Cécile Chambreau, bonjour à vous. Vous avez lu le livre de Nilufer Golay avec nous, vous l'avez interrogé pour le supplément culture et idées du Monde. L'entretien devra paraître le 5 juin prochain. Nilufer Golay, cette enquête, ce livre donc, c'est le fruit d'une enquête de terrain que vous avez conduite pendant 4 ans, de 2009 à 2013, auprès de musulmans et de concitoyens non musulmans dans 21 villes européennes. Alors vous n'avez pas conduit cette enquête toute seule, vous avez été entouré d'un certain nombre de docteurs et de doctorants de l'École des hautes études en sciences sociales. Mais pourquoi vous êtes-vous intéressé au mode de vie, aux expériences quotidiennes de musulmans et pourquoi dans plusieurs villes en Europe ? Oui, parce que une des questions centrales qu'on se pose aujourd'hui, en France mais aussi dans d'autres pays européens, c'est comment faire société. Comment faire société, ça veut dire quel lien avec des musulmans issus de l'immigration, qui venant d'autres pays, et qui expriment aussi, qui manifestent des normes et des modes de vie différents. On n'est plus dans des pays avec une matrice culturelle homogène, et on se pose la question comment vivre ensemble. Et d'où la question des controverses. Effectivement, ça a déclenché la présence des musulmans en Europe, a déclenché une série de controverses, cette visibilité de l'islam dans la vie publique. Donc je me suis dit, il faut aller vers l'idée du public. Donc c'est pas les musulmans, on a été des sujets de controverse, mais à vrai dire, c'était plutôt l'islam sans le visage et la voix des musulmans. Donc j'ai voulu donner la voix à ces musulmans qui étaient le sujet de débat et qu'on ne les voyait pas dans les médias. Vous les appelez les musulmans ordinaires, ça veut dire quoi ? Oui, c'est un terme un peu qui intrigue. Ordinaire parce que ce sont des musulmans qui ne sont pas des figures extrémistes, et ceux qui veulent vivre, qui veulent aller vers l'autre rue, en France, en Allemagne, qui veulent être intégrés, qui sont déjà insérés dans la vie de ces pays-là, qui cherchent à être des citoyens ordinaires. Mais en rien ils sont ordinaires parce que dès qu'ils ont la visibilité musulmane, effectivement, ça crée des crispations parce que ils sont trop visibles. Donc il y a d'un côté la survisibilité des musulmans et de l'autre côté l'invisibilité. Donc j'ai voulu un peu donner le sens ordinaire à ce paradoxe. Antoine. Oui, vous avez aussi une idée selon laquelle, finalement, dans cette façon de faire société, il y aurait la possibilité pour les musulmans et les non-musulmans, et d'autres groupes éventuellement, d'échanger au niveau même de l'identité, c'est-à-dire que ça ne poserait pas de problème, il n'y aurait pas de problème insurmontable à trouver une sorte de modus vivendi qui soit tout à fait acceptable pour une société, et que c'est simplement les questions extérieures ou les extrémismes qui font que, ou la vision radicale qui s'impose, qui font qu'on a l'impression qu'on ne peut pas y arriver. Nilufer Golay. Oui, l'idée c'est parce que pour pouvoir faire société, il faut quand même voir la possibilité d'échange et de faire apparaître la multiplicité des points de vue. Parce qu'au fond, l'espace public, c'est pas binaire. Il n'y a pas juste des uns d'un côté, des autres de l'autre. C'est comme autour d'une table, il y a plusieurs façon de voir les choses. Donc aujourd'hui, effectivement, il n'y a pas beaucoup d'échanges. On n'entend pas le point de vue des musulmans. Il n'y a pas pour échanger, c'est plutôt il faut du temps. Il faut la traduction aussi des normes, des valeurs, parce que souvent il y a des malentendus. C'était par exemple sur le sujet du cochon. On a utilisé les cochons, les parades du cochon pour désacraliser les lieux de construction des mosquées en Italie. Bon, en France aussi, on a eu des actes autour des cochons. Ça consistait en quoi, ce dont vous parlez, précisément ? C'est pour empêcher la construction. Mais qu'est-ce qui s'était produit ? Il y avait eu des cochons introduits dans ces lieux de construction. Des cochons qui ont fait, des élus locaux d'ailleurs, ont amené des cochons pour donc parade. On dit parade des cochons sur ces terrains pour empêcher la construction des mosquées. Alors les musulmans disaient mais au fond le cochon n'est pas interdit dans notre religion, c'est juste tout simplement manger cochon ce qui est interdit. Donc il y a même au niveau de je
dirais, de la culture de l'autrui, la culture religieuse, il y a une ignorance. Il fallait traduire, il fallait se familiariser les uns avec les autres pour savoir en quoi consiste l'interdit du jambon, l'interdit du cochon, ou l'alimentation halal, ou encore l'abattage rituel. Donc, quand on entre dans les détails de ces sujets, on voit quand même qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas débattues assez bien. On est ou bien pour ou bien contre. Or, pour l'abattage rituel, par exemple, en France, c'était un sujet très important qui a rejoint tout de suite la question des droits des animaux. Cécile Chambrot. Dans votre livre, on a aussi le sentiment que, selon ce que vous avez pu voir sur le terrain, il existerait une façon, une perception des musulmans médiatique, dont les musulmans eux-mêmes se sentent totalement décalés et désynchronisés. Et on a l'impression à vous lire que cette construction médiatico ou politico, ou les deux à la fois, des musulmans porte préjudice aux musulmans eux-mêmes, aux musulmans quotidiens. Est-ce que c'est un peu ça que vous avez voulu mettre en lumière ? Tout à fait, parce qu'on a tendance à identifier l'espace public à l'espace médiatique complètement. Parce que quand on parle des controverses, on ne pense qu'à la représentation de ces controverses, à ces polémiques dans les médias. Les médias fonctionnent d'une certaine manière. Je veux dire, le propre des médias, c'est agrandir un peu les traits de la différence, accélérer le débat. On n'a pas le temps de prendre, de se voir, de se rencontrer. Tandis que la vie publique, dans la vie ordinaire de tous les jours, c'est des lieux physiques, des personnes bien identifiables avec des noms, etc. Et donc, mais eux-mêmes, ils sont un peu gênés parce qu'ils se voient toujours par la représentation médiatique. À peu près tous les citoyens voient leur réalité à travers l'image de médias. Du coup, il y a le problème du lien avec le voisin. Donc, par exemple, sur le terrain, il y a beaucoup d'associations qui sont déjà avec des migrants, avec des musulmans, l'interreligieux, les altermondialistes, les associations de gauche pour les droits des immigrés ou pour la construction des mosquées. Mais les musulmans eux-mêmes se regardent toujours dans le miroir des masses médias. Donc, ça corrompt le lien avec l'autrui. Oui, sauf que, excusez-moi, mais le miroir des masses médias, c'est l'histoire qui est en cours aussi. Ce n'est pas uniquement une exagération. Et c'est normal que ce qui se produit dans le monde collectif est une interaction avec les individus. Vous avez l'air de parler d'un monde un peu statique où si effectivement on enlevait l'histoire en train de se faire, les enjeux des grands sujets d'aujourd'hui, il n'y aurait pas de problème de relation ou de vivre ensemble entre les communautés. Non, c'est l'inverse, parce que moi, j'ai pas empêché les controverses qui ont été débattues dans les médias. Donc, l'idée n'est pas du tout mettre les médias de côté, parce que justement, je voulais aller vers les controverses. Mais qui fait débat, ce qui fâche. Mais vous voulez dire que les controverses ont été menées et organisées par les médias, ou les controverses, vous les avez aussi constatées sur le terrain, entre les musulmans et les non-musulmans, et même peut-être parfois entre les musulmans eux-mêmes? Exactement, parce que c'est exactement ça. C'est-à-dire que moi, je ne dis pas qu'il y a d'un côté les médias et de l'autre côté la vie du terrain que j'ai constaté, ça n'a rien à voir. Au contraire, je montre qu'il y a une interdépendance très importante. Mais aujourd'hui, on a plus du mal à faire émerger l'espace public indépendamment de médias et de la vie politique. On fait une équation entre les deux. Cette recherche, c'était d'aller vers les vrais lieux où il y a des controverses, à la fois parmi les musulmans et à la fois donc avec des non-musulmans, mais je veux dire qui nous laissent, qui nous donnent des clés de compréhension qui ne sont pas toujours existantes, qui ne sont pas tenues compte dans les médias. Qui font émerger des zones grises, c'est le travail de sociologue, je veux dire. C'est moins binaire, quoi. Ce que vous avez vu, c'est ce que vous avez constaté, c'est que ça peut parfois apparaître comme moins binaire que dans la presse, la façon dont c'est... Déjà ça, et puis c'est une autre réalité sociale qui n'est pas encore prise en compte, et c'est un peu le travail de chercheurs et de sociologues de le rendre compte. Cécile Chambrot. Oui, vous avez été donc dans de nombreux pays européens.
Et ces pays n'accordent pas tous la même place à la religion dans l'espace public. Pourtant, vous expliquez que ces controverses se retrouvent avec une certaine similitude dans tous les pays. Comment est-ce que vous analysez ça? La France n'est pas à part la de ce France point de vue-là, n'est pas à alors part, que absolument. souvent d'ailleurs on pense que la France est un peu à part avec sa laïcité et son exception culturelle. Nilüfer Golö. Exactement, parce que j'ai voulu sortir un peu de cette vision très de l'exceptionnalisme français. Il y a plusieurs raisons. Il y a la laïcité aussi, la longue histoire de l'immigration quand même en France, parce que la France a une relation privilégiée, disons, avec les musulmans, parce que c'est beaucoup plus longue comme histoire. Mais on voit que même dans des pays qui ne sont même pas membres de l'Union européenne et qui ont une minorité de population étrangère et musulmane, comme en Suisse, on a vu un débat autour des mosquées et le référendum sur les minarets. Donc, on voit quand même peut-être la rhétorique de traiter ces questions sont différentes dans chaque pays. Ça peut être la laïcité en France, les minorités sexuelles dans les pays nordiques, par exemple, c'est plus important, la tolérance vis-à-vis des minorités sexuelles. Mais dans tous les pays, on voit quand même la question de l'islam comme une visibilité dans la vie publique et la question des normes, de l'anachronisme des normes. Donc c'est ça qui ressemble. Dans aucun des pays, la manière de discuter, débattre, c'est le droit des minorités religieuses, etc. Mais quelles sont les valeurs communes? Donc c'est pour ça que j'ai dit la question essentielle aujourd'hui, c'est que l'islam est devenu une affaire publique. Ça veut dire une affaire de tous les citoyens. Cela ne concerne pas que les musulmans, mais les autres citoyens de confessions différentes. C'est aussi la question juive, des citoyens juifs, parce que les musulmans doivent aujourd'hui se positionner aussi par rapport aux juifs, qu'on a vu après les attentats de Charlie. On a vu, par exemple, à Oslo, une chaîne humaine qui a été créée par les musulmans autour de synagogues. Donc, la vie publique n'est pas que discursif, n'est pas que médiatique, c'est aussi, ça passe par la performance des citoyens. Ça que je voulais dire, dégager l'espace public, c'est un peu dans ce sens-là. Vous avez dit, Nilüfer Golö, que les choses avaient un peu changé justement après Charlie, après les attentats de janvier. Dans quelle mesure ces attentats sont venus confirmer ou infirmer votre enquête, qui, je le rappelle, a été menée de 2009 à 2013. Est-ce que ces attentats sont venus bouleverser l'état de fait que vous avez constaté et que vous mettez en évidence dans votre ouvrage? Les attentats ont confirmé d'une manière tragique un peu ce que ce livre le montre. Tragique parce que c'est dans le négatif, parce que ces attentats veulent quand même détruire la possibilité de vivre ensemble. C'est dans ce sens-là que la société française, à mes yeux, a réagi d'une manière très positive avec le 11 janvier, le rassemblement du 11 janvier, parce que cette société a montré, encore dans le quotidien, dans la place publique, qui voulait pas avoir une démarche d'exclusion, mais d'inclusion déjà. Et ces attentats montrent que ce qui est l'enjeu, c'est la vie publique, et c'était des attentats ciblés. C'était pas des attentats des anonymes. Pour la première fois, à la différence par exemple du 11 septembre aux États-Unis, les terroristes ont choisi des personnages publics ou un groupe identifiable avec le supermarché Kasher, donc des citoyens juifs, et les dessinateurs. Donc il y avait un caractère déjà public dans ces attentats. Mais ça, qu'est-ce que ça change du point de vue de la façon dont se vivent les musulmans dans les pays européens que vous avez étudiés et de la façon dont les interactions se passent? Parce que là, vous nous faites votre analyse à vous de ce qui s'est passé, mais qu'est-ce que vous avez constaté sur le terrain? Mais le terrain, c'est que les attentats, c'est une manière de confisquer la religion au nom des musulmans ordinaires. C'est-à-dire que c'est eux qui deviennent porte-parole de ces musulmans ordinaires. Donc, pour eux, les citoyens musulmans en Europe étaient obligés de se distinguer de cette version de la religion et affirmer leur citoyenneté. D'ailleurs, le mouvement non pas à mon nom, qui a été... Not in my name. Not in my name, à mes yeux, va dans ce sens-là. Ils sont obligés de se dire, on va pas laisser notre citoyenneté, comme ce qui était le cas avec le fatwa de mort contre Salman Rushdie en Angleterre. Ça a fait dérailler
la citoyenneté des musulmans britanniques. Et là, maintenant, c'était effectivement, c'est une manière d'invisibiliser ces attentats, ça invisibilise, ça met un discrédit dans la vie des musulmans majoritaires et ordinaires de l'Europe. France Culture, La Grande Table, Caroline Brouet. Notre invitée aujourd'hui est la sociologue Nilufer Golleux qui publie une enquête européenne sur les controverses autour de l'islam sous le titre Musulmans au quotidien, paru aux éditions La Découverte. Et autour de la table, pour l'interroger, à nos côtés, Antoine Mercier et moi-même, la journaliste au Monde chargée des religions et de la laïcité, Cécile Chambreau, qui a lu également cet ouvrage. Il y a un troisième constat dans votre livre, Nilufer Golleux, à part le fait que les questions se posent de façon à peu près similaire dans différents pays européens et que les pratiques ne sont pas les mêmes que les médias veulent bien les rapporter. Le troisième constat, c'est l'émergence, vous avez commencé d'en parler en parlant de citoyenneté et de vie publique, l'émergence d'une nouvelle culture publique portée par les musulmans. Et de ce point de vue-là, vous préférez souvent parler de tissage plutôt que de collage, d'hybridation plutôt que d'immigration. Vous allez assez loin parce que vous dites même que aujourd'hui, la sphère publique européenne passe par l'identité musulmane. Merci, sauf la partie identité. Je n'utilise pas le mot identité parce que justement ce livre est dans l'interface, c'est-à-dire dans l'échange, dans la confrontation des différences musulmans et non musulmans, ou aussi à l'intérieur des musulmans. C'est comprendre cette interface. C'est pas une démarche de l'identité. C'est difficile même de faire une catégorie des musulmans, ils sont tellement variés, donc donner un peu ce visage humain à la multiplicité des trajectoires, des identités des musulmans à l'échelle de l'Europe. Pourquoi je parle de la culture publique ? Parce que on voit que c'est au fond l'invention d'une certaine culture peut nous aider à transcender ces conflits, ces confrontations. Parce que confrontation, au fond, c'est pas une mauvaise chose. Je suis pas contre les controverses. C'est au contraire, c'est à travers une controverse, à travers une confrontation, on se familiarise, on se confronte nos différences. Il y a la possibilité d'échange s'il y en a, et à la fin, il faut arriver quand même à transcender. Et là, je pense que la culture, au sens par exemple des formes de débat ou des formes architecturales, ça peut être une manière de transcender les conflits. Je donne l'exemple de la mosquée, parce que quelle mosquée, quelle architecture, ça fait partie du paysage, mais de la culture publique aussi. C'est pas qu'une affaire politique. C'est aussi une affaire esthétique. Ça dépend de l'architecture. Qui va le faire? Quel imaginaire architectural? Est-ce que ça va être une mosquée complètement imitée des pays d'origine, une mosquée marocaine, turque, pakistanaise, ou une mosquée européenne? Donc, effectivement, il y a des traits européens de cet islam qu'on doit aujourd'hui faire apparaître. Et ces traits européens, c'est déjà, les questions sont différentes en Europe, et les réponses aussi. Et ça passe par la culture, une nouvelle culture publique. Et je pense qu'effectivement, en essayant de se confronter avec cette question de l'islam, aujourd'hui, il y a une possibilité de donner une certaine dynamique à la production culturelle aujourd'hui. Commençons par les architectures, la mode, il y a le marché halal, donc qui rejoint le marché plutôt bio aussi. Mais en quoi, justement, prenons cet exemple très concret, en quoi vous voyez quelque chose qui transcenderait cette situation dont vous parlez des communautés, alors que quand il y a des rayons halal et des rayons qui ne le sont pas dans les magasins, comment se passe ce tissage dont on parle concrètement, dans les rayons des magasins? Dans le rayon des magasins, quand c'est halal qui commence à être acheté aussi bien par les gens qui aiment le bio que halal, c'est déjà une manière qu'on voit que les musulmans vivent à l'européen. C'est comme jambon halal. Et pourquoi le bio, jambon halal, vous pouvez expliquer pourquoi le bio et le halal pourraient faire cause commune? Sur quel point? C'est pas une cause commune. Non, je veux dire, pourquoi est-ce que les gens qui voudraient manger bio achèteraient plutôt halal? Ou plutôt les gens halal qui achètent, qui vont aussi vers le bio. Donc, ça veut dire qu'ils sont dans les tendances de la société actuelle. Ils sont à la recherche de vivre à l'européen. Ils sont déjà
dans cet univers européen. Mais ça, c'est l'exemple par le marché. Mais il y a d'autres exemples plus par la production culturelle. On peut même, peut-être un sujet plus polémique, mais le livre de Houellebecq. Le livre de Houellebecq, c'est quand même... Soumission, c'est un livre qui montre qu'un auteur qui n'était pas vraiment intéressé par l'islam aujourd'hui, quand même dans son écriture, dans son imaginaire de fiction, il cherche à penser à l'avenir de la France, à sa vie, à travers donc la culture et la religion d'un autrui. Donc on est dans la proximité aujourd'hui. On est déjà dans l'échange. Et cet échange ne se fait pas toujours d'une manière lisse, consensuelle. Ça se fait avec des heurts, avec des confrontations. Mais tant que ça donne lieu à des fictions, à des livres, à des œuvres d'art, à des nouveaux produits, je pense qu'on est déjà, ça montre déjà l'impact de l'islam dans la fabrique de cette société européenne et de l'histoire, et la possibilité aussi de transcender ces conflits. C'est une forme de familiarisation. Vous dites d'ailleurs, Nilufer Golay, dans votre ouvrage, que la figure la plus consensuelle, la plus populaire auprès des jeunes musulmans, parce qu'il incarne cette double culture déjà tissée ou métissée, c'est Tariq Ramadan. Mais oui. C'était un sujet de controverse lui-même, mais je pense que justement cela montre la difficulté des musulmans de faire partie de l'espace public. Parce que qu'est-ce qui a fait controverse autour de Tariq Ramadan? C'est l'intellectuel public musulman et à l'échelle européenne. Il est plus européanisé que la plupart des intellectuels reconnus à l'échelle nationale dans leur pays, en France, en Allemagne, en Italie. C'est vraiment une figure européenne. Et qu'est-ce qu'il a fait comme travail de intellectuels et théologiens, c'était de mettre ensemble les musulmans et l'Europe, c'est-à-dire donner un sens d'appartenance aux musulmans sans complexe de se sentir pleinement citoyen européen. Je trouve que le fait qu'il a été controversé, ça montre aujourd'hui que l'enjeu, c'est penser notre vie avec les musulmans, la présence des musulmans, de deux côtés. On a envie de vous demander aussi si c'est le cas pour l'Europe avec la Turquie, la question de l'entrée de la Turquie dans l'Europe. Je sais que vous avez souvent répondu à ces questions, mais ça m'y fait penser de façon globale que l'Europe, pour l'instant, disons, ne souhaite pas que la Turquie entre dans le Vous avez raison. Moi, je pense que le débat sur la Turquie, on se souvient très bien, c'était un débat encore qui a déclenché une sorte de débat sociétal pour la première fois sur l'Europe. C'est-à-dire que ça a joué un rôle de catharsis pour débattre l'Europe. Avant, l'Europe, c'était une histoire de Bruxelles, des régulations. Avec la candidature de la Turquie, on a commencé, souvenez-vous bien, des frontières culturelles. Est-ce que c'est une autre civilisation? Qu'est-ce qu'on devient? L'identité de la France, l'identité européenne. Donc, pour ma part, je pense que c'était un rendez-vous manqué. Parce que effectivement, de faire de la Turquie déjà dans notre perception une autre civilisation et le percevoir comme le mariage forcé, la candidature turque, et discréditer la Turquie même dans sa candidature, je trouve que c'était pas une bonne chose, ni pour la Turquie ni pour l'Europe. Mais je pense qu'on est déjà dans une phase différente. Cécile Chambreau. Oui, je crois que vous avez rencontré pas mal de gens qui ont lu votre livre de musulmans ordinaires, ce dont vous parlez. Quel a été leur accueil? Quelles sont les questions qu'ils vous posent? Et qu'est-ce qu'ils vous disent? Je suis, oui, très content parce que j'ai été dans certains débats pour le moment seulement en France, à l'Institut du monde arabe, à l'Institut des cultures d'islam et dans d'autres librairies. Et là, je vois quand les musulmans viennent me dire, mais on se reconnaît, nous sommes des musulmans ordinaires, on se reconnaît dans le livre. J'étais vraiment très contente de ça parce que le livre continue à rencontrer son public. Et des Français aussi qui viennent à ces débats, on voit un peu l'envie d'échanger, comme vous avez dit, de voir la possibilité, sans oublier les conflits, d'aller un peu mieux. Une des questions qui me disent, mais pourquoi on n'arrive pas à se faire entendre mieux? Et aussi, et ils se sentent dans l'entre-deux. Un peu, je dirais, la figure emblématique aujourd'hui de l'islam européen, c'est des convertis. Ils sont dans l'entre-deux. Ils sont à la fois français, à la fois musulmans. Et comme ils sont entre deux, ils vivent beaucoup de tensions, donc ils sont aussi dans une démarche de réflexivité, mais ils sont toujours un peu dans le malentendu.
Ils peuvent pas se faire comprendre ni pour l'un ni pour l'autre. Et je trouve que la plupart des musulmans ordinaires se trouvent dans cette situation. Est-ce que de ce point de vue-là, Nilüfer Golay, vous avez constaté un effet de génération? Oui, ces musulmans ordinaires, c'est pas des musulmans issus de l'immigration. D'ailleurs, ils ne veulent pas être renvoyés toujours aux origines de leurs parents et de l'immigration. On est dans une phase de post-migration. Et je pense que c'est ça qui change. C'est pour cela qu'on débat la question dans l'espace public et la citoyenneté. Et pour cela, la différence générationnelle, c'est déjà par rapport à leur affirmation de l'islam. La génération de leurs parents n'osaient pas, ils étaient discrets, ils voulaient se rendre très discrets parce qu'ils connaissaient pas les codes culturels, les formes linguistiques pour échanger avec l'autre. On ne pouvait pas faire une recherche sur l'espace public avec les parents. Tandis que eux, ils veulent aller vers l'autre, mais tout en se réappropriant un islam qui est déjà un islam révisité, plus culturel, intellectualisé, mais aussi plus affirmatif. Donc, ils sont pas, je dirais, intimidés pour exprimer leur petite différence. C'est au fond une petite différence parce qu'ils sont très français, beaucoup plus français que moi, parce qu'ils sont français, sans accent, ils parlent, et ils sont dans des écoles françaises. Et cette petite différence, c'est leur identité musulmane. C'est pas l'inverse. Vous voyez, vous dites identité maintenant. Oui, là je dis que j'ai pas fait une recherche sur les identités. C'est leur petite différence, c'est effectivement parce qu'il y a beaucoup de différences identitaires, c'est ça que je veux dire. Il y a des femmes par rapport à leur foi. Je ne parle pas des musulmans modérés, par exemple. Il n'y a pas cette catégorisation. Ils ont des façons très différentes de vivre leur foi, avec des voiles, sans voiles, etc. Il n'empêche que quand on quitte les personnes, dont vous parlez très bien, ces musulmans ordinaires, et que l'on regarde les choses de manière plus politique, on ne voit pas que l'islam ait jamais pu, dans les pays musulmans en tout cas, pratiquer ce genre de tissage, réellement. J'ai pas compris La question, c'est que vous nous dites que l'Europe est un terrain de possible tissage entre les différentes religions, et en gros entre christianisme et islam, malgré tout, fondamentalement. Or, on n'a jamais vu que cet amalgame-là ait pu jamais fonctionner, notamment dans les pays musulmans. Est-ce que ça ne pose pas quand même une question de fond, indépendamment de ce que peuvent ressentir subjectivement les musulmans ordinaires? Je comprends. Ou les chrétiens. Ou les chrétiens ordinaires. Parce qu'il y a souvent cet argument de réciprocité, c'est ça que vous vouliez dire. Moi, je pense que ça dépend des histoires, parce que selon les musulmans, il y a des moments de l'âge d'or dans l'histoire, Andalousie, l'Empire ottoman, donc le multiculturalisme ou je veux dire avant l'émergence des États-nations, l'histoire aussi des musulmans pouvait être multiethnique sous les empires ou avant. Donc, cette longue histoire a été analysée par des historiens, par Mohamed Harbi, par Benjamin Stora, qui a fait une longue histoire des relations entre les musulmans et les juifs dans les pays musulmans. Antoine. Tout à fait. Mais aujourd'hui, effectivement, il y a le problème des chrétiens d'Orient, comme aujourd'hui aussi, il y a l'islam d'Occident. C'est ça que je veux dire. On peut parler comme ça. Aujourd'hui, en Europe, c'est l'islam d'Occident dont il s'agit. Je ne pense pas qu'il vient avec le bagage, donc ça dépend de ce que vous faites. Le fait qu'il y a une intolérance aujourd'hui vis-à-vis des chrétiens en Orient, ça met une lourde tâche peut-être sur les musulmans aujourd'hui ici, parce qu'ils sont encore sollicités par rapport à ça, mais c'est pas ça qui va les empêcher pour aller vers les autres. Je pense qu'il faut sortir de cette démarche de soupçon. Et ils sont plutôt obligés de faire avec d'autres citoyens, citoyens aujourd'hui de l'Europe. La question aujourd'hui, c'est leur entrée en plein pied dans la citoyenneté européenne. Quand je dis européen, c'est en France, en Allemagne, en Italie, avec des différences peut-être, mais il s'agit à l'échelle européenne, on voit cette question. Et c'est pas que avec des religions, c'est aussi avec un environnement séculier. Et est-ce qu'avec le recul qui est le vôtre maintenant, Nilüfer Golay, 21 pays
européens, enfin plutôt 21 villes européennes, parce que ça ne veut pas dire 21 pays, c'est 21 villes en Europe, et le recul du temps. Vous ne pensez pas que le problème de fond, c'est la visibilité précisément. C'est-à-dire que cette volonté d'affirmation d'une visibilité, d'ailleurs des plus jeunes par rapport à leurs parents, vous nous expliquez ça tout à l'heure en termes de différences générationnelles, et que cette visibilité est souvent prise par des non-musulmans dans différentes villes européennes comme une affirmation, précisément on y revient, d'identité. Alors que ce n'est pas nécessairement une identité qui revendique ces musulmans ordinaires dont vous parlez, mais une revendication d'appartenance citoyenne plus générale. Vous l'avez mieux formulé que moi, vous avez raison, parce que dans ce sens-là, c'est pas une affirmation d'hostilité à l'égard de l'autre, mais on perçoit, parce qu'on est dans des sociétés profondément sécularisées, et puis c'est la religion de l'autrui qui vient, donc ça déclenche des angoisses aussi du côté des non-musulmans, il faut les comprendre, en voyant ces personnages jeunes qui viennent à l'université et qui portent le voile. Et on se demande pourquoi elle ne veut pas se ressembler à moi. À vrai dire, c'est une question que je me suis posée aussi il y a 20 ans, quand j'ai vu des filles musulmanes dans les campus universitaires turcs qui portaient le voile. Je ne comprenais pas, puisqu'on va à l'université maintenant, il n'y avait pas de raison pour continuer à porter le voile. À porter le voile, il n'y avait pas d'obligation. C'est justement quand il n'y a pas d'obligation que ça devient un sujet de recherche, de questionnement pour nous. Donc, je comprends cette perception publique de la part des non-musulmans, des sociétés majoritaires. On ne comprend pas cette visibilité. On la voit ou bien comme justement une situation de victimisation, c'est-à-dire qu'elles sont forcées à faire ça, pour le cas du voile, ou bien comme une affirmation un peu agressive, provocatrice, comme le voile intégral, ou même les mosquées, comme les lieux de radicalisation. Donc je pense qu'il faut sortir de effectivement de ça, parce que c'est pas forcément une affirmation, la religion, contre l'autrui, mais une affirmation plutôt, vous dites, identitaire, ou de soi dans la vie publique. La religion leur sert d'une guidance dans leur manière d'être au quotidien. Voilà, et ce livre contribue à sortir de cette opposition stérile et des récupérations, d'ailleurs, extrême droite d'un côté, djihadiste de l'autre. Merci beaucoup, Nilufer Golay. Musulmans au quotidien, une enquête européenne sur les controverses autour de l'islam. C'est un livre paru aux éditions La Découverte. Un entretien que vous prolongez avec Cécile Chambreau dans le supplément Culture et Idées du Monde, à paraître d'ici 15 jours. Merci Cécile Chambreau également. Merci. France Culture, la grande table.